Bonsoir Sébastien, oui nous sommes à la Cité Grossiette où se déroule le salon de technologie. On traite ici d'innovation, de technologie, d'intelligence artificielle, c'est la toute première édition, vous l'avez dit. Salon auquel participe l'ensemble de nos invités. Alors pour vous dire la franche vérité, nous étions censés être à l'extérieur de la Cité Grossiette, mais à cause de la pluie, on a dû se réorienter à l'intérieur dans ce magnifique open space. Messieurs, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous présenter, Marc Bagur, vous êtes consultant, entrepreneur spécialisé dans l'industrie 4.0. On découvrira un peu plus tard ce en quoi ça consiste précisément. Et Jérôme Ribeiro, bonsoir, vous êtes le président d'Human AI, pardon pour mon accent anglais. Vous êtes spécialisé dans l'éthique de l'intelligence artificielle. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Donc, Marc Bagur, une première question pour vous. Quelle est l'utilité pour vous, l'importance d'avoir participé à ce salon et qu'il ait été organisé à Ajaccio selon vous? Mais ce salon, c'est vraiment un acte fondateur pour la Corse. L'idée, c'était vraiment de sortir du mythe, du fantasme de l'intelligence artificielle et puis arrêter de regarder le train passer en gare sans monter dedans. Donc le sujet, c'est vraiment se saisir de cette actualité et en faire une réalité pour le territoire corse. C'est pour ça qu'on a fait venir des intervenants triés sur le volet, des entrepreneurs, des experts, des ingénieurs, avec des renommées internationales. Donc c'était vraiment une opportunité pour Ajaccio, pour la Corse, de monter dans ce train et d'appuyer sur pause et de dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet ? Alors on va parler avant tout, vous l'aurez compris, d'intelligence artificielle ce soir. On en entend beaucoup parler en ce moment évidemment sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Jérôme Ribeiro, il y a l'intelligence artificielle qu'on dit générative, celle qu'on voit essentiellement sur les réseaux sociaux. Il y a les intelligences artificielles qu'on utilise dans les entreprises, dans la santé, dans l'industrie. Elles sont multiples. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, elle est réellement intelligente ? Alors non, mais après, c'est le mot intelligence artificielle qui a mal été choisi. Je préférerais le terme de système expert. Et quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense au remplacement de l'intelligence humaine. Non, l'intelligence artificielle, elle ne crée pas, elle n'imagine pas, elle est programmée pour. Donc, c'est supervisé aujourd'hui par les humains pour faire en sorte qu'elle réponde à la volonté. Donc, elle est entraînée. On lui explique à reconnaître ce qu'est un chat en mettant toutes les photos de chats. Et pour vous donner un exemple, il faudrait donner toutes les milliards de photos de chats de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les formes, avec une patte à moins, une oreille à moins, pour reconnaître un chat pour l'ordinateur. En revanche, un enfant de 3 ans est beaucoup plus intelligent. Vous lui montrez un chat, quelle que soit la race, la forme, la couleur, il reconnaîtra ce chat. Une autre question, évidemment, qui est induite par votre réponse. Concrètement, est-ce que l'intelligence artificielle, au-delà de son utilité, des tâches, évidemment, du traitement des tâches récurrentes et autres, est là d'énormes inconvénients, notamment au niveau de l'usurpation d'identité. Ça, pour le coup, elle le fait très bien. On le voit très régulièrement passer sur les réseaux sociaux. La désinformation aussi, évidemment. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette IA générative ? Bien sûr qu'il faut s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre conscience qu'entre de mauvaises mains, c'est un outil. On en fait du bien, on en fait du mal. Quand vous prenez un couteau, moi je vais cuisiner avec parce que j'aime faire plaisir à mes amis lorsqu'ils viennent à la maison. Et il y en a qui vont tuer avec. Donc c'est la destination de ce qu'on va en faire. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser, expliquer, démystifier aussi cette technologie-là. Mais vous savez, dans ce monde-là, il y a des gentils, des méchants, comme je le dis en rigolant, mais il ne faut pas rire. Et les gens, la destination de cet outil, elle n'est pas forcément à des fins bénéfiques. Et donc c'est encadré avec des lois fortes qu'on va dire, si tu utilises mal cette intelligence artificielle, il va y avoir du pénal contre toi. Et là, on va sensibiliser les gens d'une manière plus forte. On va y venir juste après à la réglementation. Une question plutôt qui correspond à votre corps de métier, Marc Bagur. Est-ce que l'intelligence artificielle va supplanter l'humain maintenant dans le travail ? Vous êtes plutôt spécialisé dans la robotique. Est-ce que le robot va remplacer l'humain comme on voit dans les films de science-fiction ? Voilà. Alors ça, c'est un rêve qui est poursuivi par certains acteurs qui nous vendent une société sans humain. On parle même maintenant de dark factory. C'est des usines qui sont fermées, où se travaille dans le noir, où il n'y a plus du tout d'humain. Ça n'est pas adapté au modèle français ni au modèle européen. Moi, à chaque fois que je déploie des IA chez des clients industriels, en fait, on vient augmenter les métiers. On ne vient pas remplacer les humains, on vient se préoccuper d'une problématique, de quelque chose qui va aggraver la pénibilité du travail. Et finalement, la technologie qu'on déploie, elle se fait en centrant l'humain, elle se fait en mobilisant l'intelligence collective, elle se fait au service de l'humain. Donc c'est comme ça qu'on gagne en fait, et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc non, ça ne va pas supplanter. On vit une période charnière. On parlait aujourd'hui dans les conférences de rupture
anthropologique. Ça veut dire que non seulement il faut s'en inquiéter, il faut se préoccuper, mais surtout il faut se former pour bien décider et pour maîtriser ces outils et les rendre vraiment au service de l'humain. Donc concrètement, ça va transformer la nature en fait du travail, c'est ça? Alors absolument, ça transforme la nature du travail. C'est-à-dire que c'est l'homme qui devra s'adapter à l'intelligence artificielle. Alors, j'aime pas vraiment cette approche-là. Moi, je pense au contraire que c'est plutôt... D'ailleurs, quand on conçoit des solutions, on parlait aussi de design thinking tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment, on va prendre en considération... Donc, désolé pour cet anglicisme, mais c'est-à-dire qu'en fait, on va mobiliser l'intelligence collective pour savoir justement quel est le problème profond auquel il faut répondre, qu'est-ce qui a du sens pour les métiers, qu'est-ce qui a du sens pour les personnes. Et en fait, on va co-construire les solutions avec les utilisateurs et les clients. Et c'est comme ça qu'on s'assure non seulement de leur adoption, mais on évite le rejet. En fait. Et donc, en fait, on fait des systèmes qui, au contraire, ce sont eux qui s'adaptent aux besoins de l'humain. Vous parliez tout à l'heure, Jérôme Ribeiro, justement de la réglementation. Qui est-ce qu'aujourd'hui fixe les règles? Qui est-ce qui doit les fixer? Quand on voit l'Europe, la situation de l'Europe par rapport à celle des États-Unis, où justement l'innovation est à son paroxysme, il y a très peu de réglementation, ou encore la Chine. Aujourd'hui, concrètement, qui est-ce qui doit fixer les règles? En Europe, c'est la Commission européenne. Elle l'a fait avec l'Actia. Le souci, c'est qu'elle a fait... On met trop de restrictions, donc ça va être allégé aujourd'hui, mais il n'y a pas d'équité du coup. Et ça laisse la place aux Américains et aux Chinois de gagner des milliards en attendant sur notre donnée, parce qu'on est devenus des produits, les humains, et notre donnée, elle est remplie d'argent. Ces GAFAM-là, alors les GAFAM et les BATX, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et BATX, Baidu, Xiaomi, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez beaucoup d'argent, vous faites beaucoup de marge, vous investissez beaucoup plus et vous devenez les maîtres du monde. Et aujourd'hui, quand on voit que ces GAFAM sont plus riches que l'Europe, qu'est-ce qu'on peut faire comme eux? Ils deviennent plus riches que les États. Donc c'est toute la problématique de trouver le juste équilibre. Il n'y a pas de loi internationale. Alors, il y a l'ONU, il y a l'UNESCO, etc., qui fait des recommandations, etc. Mais on ne peut pas imposer. On l'a vu avec Trump. Il a balayé toutes les lois sur l'éthique, etc. 500 milliards de budget d'investissement aussi. Il y a un grand dirigeant, je ne vais pas dire un dirigeant qui disait le 1er septembre 2017, qui domine l'intelligence artificielle dominera le monde. On en est là aujourd'hui. C'est une technologie qui peut changer l'humanité complètement. Est-ce qu'on laisse faire? Mais a-t-on vraiment les moyens de laisser faire? C'est là la question qu'on doit se poser. C'est comment faire pour faire en sorte que l'Europe continue d'exister. Et je crois de résolver toutes les problématiques qu'on a en Europe, au lieu d'aller chercher comme les réseaux sociaux, des choses qui ne vont pas être forcément utiles à l'humanité, mais qui vont résoudre des problèmes sur l'humanité et sur la continuité de l'humanité. Marc Bagur, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Jérôme Ribeiro? Oui, je le rejoins sur plusieurs points. Tout à l'heure, vous avez parlé d'industrie 4.0. En expliquant ça rapidement, en fait, l'idée, c'est comment est-ce que je vais déployer des technologies dans mon usine ou dans mon industrie. L'Europe, aujourd'hui, se saisit de ce sujet en poussant un nouveau concept qui est l'industrie 5.0. C'est-à-dire que non seulement je vais intégrer des technologies, mais je vais le faire en étant centré sur l'humain, en étant résilient pour éviter un nouveau Covid, pour éviter une nouvelle crise de l'énergie, et en étant aussi durable, c'est-à-dire en essayant de travailler de manière harmonieuse avec mon environnement. Donc oui, c'est le sujet majeur du XXIe siècle. Je pense que si hier aussi, à l'inauguration du Salon Technologia, on a eu le discours du maire d'Ajaccio et du député, c'est parce que c'est un sujet aussi qui entraîne un projet de société, un projet de transformation, quasiment de la civilisation elle-même. Donc finalement, tout le monde a son mot à dire sur ce sujet, et c'est ça qu'il faut faire. Si on veut arrêter de subir et que ça ne soit pas une catastrophe, en fait, il faut gouverner cette question au sens politique. Le problème étant qu'il y a souvent deux écoles qui s'opposent sur ce sujet. Est-ce que la réglementation peut nuire à l'innovation, ou bien l'inverse? Est-ce que c'est l'innovation justement qui doit tout dicter? Alors, j'ai spontanément envie de vous répondre qu'il y a une vision un petit peu binaire où on voit les choses. On se dit, finalement, trop de réglementation va freiner l'innovation. En réalité, on voit aussi que dans ce domaine précisément, réguler intelligemment, réglementer de façon pareille à pousser l'innovation, à favoriser la compétitivité, c'est des choses qui peuvent devenir un avantage compétitif. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, en fait, cette réglementation européenne, elle influence d'autres acteurs dans le monde, à commencer par la Californie d'ailleurs, qui a récemment régulé justement l'utilisation dans le cinéma d'acteurs virtuels et qui l'a interdit très rapidement. Donc on voit
voit que tout ça, finalement, on peut devenir un modèle, on peut aussi influencer. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas devant en termes technologiques, encore que quand on regarde de près, qu'on sort la loupe, on voit qu'il y a des acteurs français de premier plan sur tous ces sujets, mais qu'on peut aussi innover d'une certaine manière, justement, dans la friction entre le sociétal et finalement le législatif pour fournir le maximum d'opportunités tant aux entrepreneurs qu'aux citoyens. Est-ce qu'on ne laisse pas de ce fait des gens de côté avec la démographie que l'on connaît évidemment encore, c'est une société vieillissante? Comment est-ce qu'on fait pour toucher tout le monde et pour mettre l'intelligence artificielle au service de tout le monde? C'est compliqué de sauter dans le train là. C'est très compliqué, surtout quand on est dans les habitudes. On ne fera plus le même métier qu'on faisait nos aïeux. On va être en perpétuelle révolution, évolution et formation. Il y a un changement d'humanité. On est dans une ère où tout va très vite. Les révolutions industrielles se sont faites en 30, 40, 50, 70 ans. Aujourd'hui, c'est tous les ans qu'il y a une nouveauté sur l'IA, que ça explose. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut sensibiliser. Il faut expliquer la technologie. On a vu Accenture qui a licencié 12 000 personnes parce qu'elle ne s'adaptait pas aux outils d'IA. L'intelligence artificielle est là pour nous augmenter. Elle n'est pas là pour nous remplacer. Elle est là pour laisser place à notre créativité, tout en enlevant toutes les tâches rébarbatives. Et ça, c'est hyper important. Et lorsqu'on comprend cette technologie, lorsqu'on l'explique, les gens n'en ont plus peur. Qu'est-ce qu'elle fait, la peur? Elle vous réfrène. Quand vous avez peur, vous écoutez plus ce qu'est cette technologie-là. Quand vous la connaissez, moi, j'en ai pas peur. Et tous les experts que nous sommes, alors les vrais experts, pas ceux qui font des IA génératives, ça y est, ils ont fait 3 pontes, c'est des experts, tout le monde est expert. Je me considère même pas comme un expert de l'IA, je me considère comme quelqu'un qui a fait des choses en IA, qui continue à en faire et qui veut sensibiliser l'humanité là-dessus. Mais si on ne prend pas conscience qu'on ne maîtrise pas cette technologie-là, elle nous remplacera, comme l'a fait Accenture en licenciant ces 12 000 personnes. Vous le disiez, c'est un enjeu politique. Évidemment, l'intelligence artificielle, 109 milliards investis, que Emmanuel Macron voudrait voir investis en France. Là encore, en quoi c'est un enjeu forcément aussi important? Vous l'avez en substance expliqué, Jérôme Ribeiro, mais 109 milliards au vu de la conjoncture économique aujourd'hui du monde, ça paraît aberrant, ça paraît fou comme chiffre. Oui. Alors, bon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Il faut les prendre avec des pincettes. Il y a une surenchère sur les chiffres. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est quelle est la cible? Qu'est-il en train de se passer? On vit une révolution totale et silencieuse de l'intelligence artificielle. C'est pas le charbon qu'on va extraire, c'est pas l'uranium. Aujourd'hui, c'est la donnée. Et en Corse, il y a un gros sujet aussi sur la donnée territoriale. Cette question de la donnée, elle implique de la souveraineté, elle implique de la compétitivité, elle implique aussi des libertés concrètes pour les citoyens. Donc c'est plutôt cette direction-là qu'il faut prendre. Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est que on a un talent aussi quand même en France, c'est qu'on a toujours eu des idées, pas beaucoup de pétrole, mais on sait faire aussi finalement avec 1 euro peut-être plus qu'ailleurs. Et on sait le faire aussi en prenant en compte peut-être des réalités sociales, des réalités humaines, des réalités aussi environnementales que d'autres acteurs ne savent pas faire. Jusqu'à peut-être un jour l'émergence d'un European Buy Act, c'est-à-dire finalement un encadrement européen qui viendrait privilégier les solutions, les produits, les services conçus sur cette zone économique. Merci messieurs d'avoir participé à la première partie de cette émission. On va aborder maintenant l'IA en Corse. Est-ce une filière d'avenir? Est-ce même une filière? Premier élément de réponse avec un reportage réalisé par Sylvie Wolinski et Franck Rombal dans l'entreprise Zindoc qui a justement décidé d'innover avec l'intelligence artificielle. Merci messieurs. Merci. Parce que l'intelligence artificielle ouvre le champ des possibles, la société Zindoc, implantée à Ajaccio, a depuis 1 an renforcé ses effectifs avec l'arrivée d'un nouveau département lié à l'IA. Son directeur, Adrien Angeli, chargé de son déploiement, est en télétravail ce jour-là. Curieux, ouais, je veux bien. L'entreprise propose des solutions électroniques de gestion, circulation et archivage de documents pour ses 16 000 clients, TPE, PME et collectivités, soit en tout environ 550 000 utilisateurs en France et en Europe. En ce moment, par exemple, on travaille sur un projet d'assistant IA qui permettra de poser des questions à propos du contenu de documents et d'une certaine manière d'interagir avec le contenu de ces documents pour aller extraire encore plus d'informations, chercher des données qui sont très particulières, très spécifiques à certains documents et d'une certaine manière essayer d'automatiser des tâches qui, initialement à la base, si on le fait manuellement, sont très chronophages et sont des tâches qui n'ont pas forcément une très grande valeur ajoutée.
L'accroissement de ces nouvelles technologies de pointe booste le travail des développeurs au sein de l'entreprise. L'intelligence artificielle intégrée au logiciel permet d'obtenir de nouvelles fonctionnalités plus rapides, plus efficaces et plus sûres. Mais pas question pour eux d'utiliser le chat Mistral ou ChatGPT. L'IA, comme on entend, les IA génératives, tout ça, ils n'ont pas le droit d'utiliser pour des raisons de confidentialité et aussi parce que c'est pas forcément le plus pertinent aujourd'hui d'utiliser ces outils-là. Par contre, quand ils développent l'IA, quand ils travaillent sur l'IA, eux sont des experts de ces technologies-là et ils vont le faire eux-mêmes. C'est pour ça qu'on est souverain sur notre propre IA. On n'utilise pas une IA qui existe, on n'achète pas des IA qui existent, on la développe nous-mêmes de A à Z. Si l'arrivée de l'intelligence artificielle au sein des entreprises offre un levier de compétitivité au cœur des métiers, elle vient en complément de l'intelligence humaine. Chez nos clients, on ne cherche pas à remplacer les équipes existantes et au contraire, chez nous, on cherche à les renforcer et à les développer avec de nouveaux types de technologies. Chez Zindoc au Stiletto, l'ambition est d'utiliser la magie de l'IA, de l'appliquer à ses processus afin qu'ils s'adaptent aux besoins toujours croissants de ses clients. Nous accueillons deux autres invités sur ce plateau. Benjamin Perronnet, bonsoir. Vous êtes le dirigeant de Mira, une école d'ingénieurs qui forme à l'intelligence artificielle à Ajaccio et à Bastia. Bonsoir. Laurent Tripier, vous êtes le président de Bzit, une entreprise qui propose des solutions à partir de l'intelligence artificielle pour les territoires. Bonsoir. On a entendu le reportage de Sylvie Wolinski il y a quelques instants autour de Zindoc, donc qui a décidé d'investir et de créer un département propre à l'intelligence artificielle. Pour vous, c'est important de voir ces sociétés qui innovent très rapidement ? Oui, puis en plus, il a employé un mot qui est extrêmement important. Je ne sais pas celui qui a été retenu par les auditeurs, mais moi, c'est le mot souverain. C'est que cette entreprise, non seulement met de l'IA dans ses solutions, mais elle le fait de façon souveraine. En deux mots, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle utilise une solution dont elle maîtrise complètement. Et ça, pour un opérateur j'imagine un opérateur corse, c'est extrêmement important. Donc oui, c'est un bel exemple. Benjamin Perronnet, pardon. Pour vous, l'importance de l'intelligence artificielle en Corse, quelle est-elle ? Est-ce que c'est une filière en devenir ? Est-ce que c'est même une filière pour vous ? Alors, vous faites bien de préciser, pour moi, l'intelligence artificielle, tout comme la robotique, c'est une filière, mais c'est aussi un outil qui va irriguer toutes les filières, que ce soit l'industrie, le tourisme, que ce soit les industries productives ou les sociétés de services. L'intelligence artificielle, elle va irriguer tous les pans de la société. Et c'est important pour cela de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien comprendre quelles sont ses limites aussi. On a tendance aussi à extrapoler un peu les usages de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est encore une technologie qui est assez bluffante, mais pour autant qui a encore un certain nombre de limites. Et c'est important d'en avoir conscience. Et pour ça, je pense que... alors, je voudrais dire que je prêche pour ma paroisse, certes, mais je pense que la formation est un outil indispensable justement pour pouvoir accompagner la transition des entreprises, mais pour pouvoir aussi permettre le développement de cette filière et on a besoin d'une masse critique de personnes formées sur ces compétences-là pour pouvoir développer une économie autour de ces sujets-là. Justement, comment est-ce qu'on forme aujourd'hui en Corse des étudiants, des personnes aussi en réorientation, clairement, comment est-ce qu'on fait ? Alors, vous avez raison, on a nous développé des programmes de formation, que ce soit des bachelors ou des masters. On a aussi des programmes d'ingénieurs en 5 ans qui permettent de former à haut niveau des personnes dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique, mais il y a aussi tout le volet d'accompagnement des professionnels, c'est-à-dire de faire monter en compétences dans les entreprises les opérateurs qui vont être amenés soit à travailler sur la robotique, soit à travailler sur l'intelligence artificielle. Et vous avez dit aussi un mot que j'ai retenu, les personnes en reconversion professionnelle. Les personnes en reconversion professionnelle, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai challenge pour la Corse, parce que vous avez tout à l'heure fait référence à notre démographie. C'est vrai, on a une croissance démographique qui est importante, mais un très faible taux de natalité, donc une population qui est vieillissante. Donc pour accompagner cette transition, il faudra aussi qu'on mette en place des formations pour la reconversion professionnelle. La collectivité de Corse a travaillé sur ces sujets-là pendant quelques années. C'est moins vrai aujourd'hui et je pense que ce serait nécessaire qu'on puisse mettre un coup d'accélérateur sur ce sujet-là. En quoi, Laurent Tripier, la Corse est intéressante au niveau de son territoire, au niveau géographique, pour le déploiement de l'intelligence artificielle, selon vous ? Alors, elle l'est à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que c'est un territoire qui a une identité culturelle forte. Et si on veut faire des solutions que l'on maîtrise, il faut avoir la force d'imposer ces solutions. Donc ça, c'est important, parce que ça a été rappelé tout à l'heure. On subit beaucoup la pression des grands opérateurs américains et chinois. Et il faut de la force et de la conviction pour créer des solutions
conditions que l'on maîtrise. Donc en ça, la Corse me semble être un territoire qui a des atouts précieux. Le deuxième, c'est que c'est un territoire qui est très délimité. Donc ça veut dire qu'on pourrait assez vite créer ce qu'on appellerait une IA territoriale, c'est-à-dire une IA qui comprend ce que c'est que la particularité du territoire de la Corse. Parce que ici, il y a une agriculture qui a des caractéristiques particulières, il y a un tourisme qui a des caractéristiques particulières, et donc comme c'est un territoire qui pourrait se délimiter assez vite, on pourrait résoudre assez vite l'aliment premier d'une IA qui est la data. Donc pas de data, pas d'IA, il faut donc de la donnée, parce que excusez-moi pour ce mot data, il faut de la donnée pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, et le territoire de Corse pourrait permettre de le faire relativement vite. Donc ça c'est le premier attribut. Le deuxième attribut, vous avez deux industries, vous avez très fortes, vous avez l'industrie du tourisme et vous avez l'industrie qui elle qui est évidemment un peu moins développée en taille, qui est l'industrie de l'agriculture. Donc moi c'est ma spécialité, je l'opère beaucoup dans la région sud-ouest en France. C'est deux industries qui peuvent se compléter. Il y a des nouvelles façons de penser le tourisme, le slow tourisme, le no-tourisme, et vous avez des cultures très originales, et donc on peut envisager des schémas de développement et des métiers qui collent au territoire. Donc ça, c'est deux attributs qui me paraissent extrêmement importants. Agriculture qui va être évidemment touchée de plein fouet par les changements climatiques, quels qu'ils soient. On voit encore des périodes d'intense sécheresse, ou justement le contraire, des orages très intenses, très brefs. Là encore, est-ce que l'intelligence artificielle pourra aider d'ores et déjà? Est-ce qu'elle le fait même d'ores et déjà, justement, à prévoir peut-être des modèles météo ou des changements climatiques? Alors, elle le fait déjà. Évidemment, moi, j'ai une conviction que c'est un outil extrêmement important. Ce qui est intéressant dans la question que vous posez, c'est qu'elle permet de sortir de ce débat. Est-ce qu'elle va nous remplacer? Est-ce qu'elle est dangereuse? De tout ce débat sur on en a peur. Et en fait, ne devrait-on pas se dire qu'elle peut nous aider à appréhender les solutions d'accélération de tout ce qui est les démarches de transition énergétique et climatique, et donc c'est un outil merveilleux pour ça, parce qu'elle a une capacité de raisonnement que l'être humain n'a pas, elle a une capacité de croisement des données que l'être humain n'a pas. Pour autant, ça reste un outil qui doit être mis au sens de la collectivité, sur lesquels les gens doivent être formés, et l'initiative que porte mon confrère à ce titre est remarquable, parce qu'il faut former les gens. Donc je pense qu'on a tout intérêt à s'en saisir pour appréhender le problème de la transition climatique, au moins l'accepter tel qu'il est et de se projeter sur des solutions nouvelles, des métiers nouveaux, parce que ça va générer des nouveaux métiers. Justement, Benjamin Perronnet, est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent vous voir, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que formateur, qui vous disent, voilà, on a des besoins dans tel et tel secteur, est-ce que vous formez des jeunes, des moins jeunes, des personnes expertes dans leur domaine précisément? Alors, MIRA est une école d'ingénieurs, donc ça veut dire qu'on a aussi un département de recherche avec une équipe de recherche qui s'emploie à collaborer avec des professionnels du secteur. Et ce qui est marrant, c'est que les premières entreprises qui nous sont venues nous voir sont des entreprises issues de l'agriculture, sur de la prévention précoce des maladies, sur du tri, sur les châtaignes, très précisément. Donc on a eu effectivement des collaborations scientifiques sur ces sujets-là et des accompagnements d'entreprises sur ces sujets-là. L'autre question, la deuxième partie de votre question portait sur les compétences. Et on a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant mais comment est-ce qu'on peut améliorer nos processus de production grâce à l'intelligence artificielle? Et la réponse, elle n'est jamais unique. Et elle a toujours besoin de bien comprendre comment est-ce que l'entreprise, quels sont les process de l'entreprise, quelles sont les contraintes de l'entreprise et comment est-ce qu'on les met en œuvre. Les intelligences artificielles, c'est jamais magique et il n'y a pas une solution miracle à tout. Les IA génératives, pour moi, elles sont assez bluffantes, mais elles sont quand même assez limitées sur un certain nombre de sujets et surtout, elles fabulent quand même assez largement. Est-ce que encore s'il y a des freins justement au déploiement de l'intelligence artificielle, même si vous, évidemment vous faites l'écho de ces personnes qui arrivent à s'en servir, est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui? Est-ce que même les pouvoirs publics investissent suffisamment? On parlait tout à l'heure de 109 milliards d'euros qui pourraient être investis en France selon Emmanuel Macron. Est-ce qu'encore c'est le cas? Est-ce qu'on pousse pour le développement de l'intelligence artificielle? Alors, est-ce que la Corse pourrait être un territoire d'innovation? Je pense que la Corse l'est déjà, en fait. Je pense que la Corse est déjà, parce qu'il y a des contraintes qui font qu'on est obligé d'innover pour pouvoir créer sur ce territoire. Il y avait un reportage il y a quelques secondes sur l'entreprise Indoc. Je pense que c'est un fleuron de notre économie. Je pense à des entreprises comme Good Barber, mais je pense aussi à des startups comme Missia et d'autres qui ont déjà démontré que par l'intelligence artificielle, elles étaient capables d'innover sur le territoire. Maintenant, est-ce qu'on est capable de faire de la Corse un modèle dans l'intelligence artificielle? Ça
ça passera forcément par la formation d'une masse critique, ça passera forcément par des investissements publics, ça passera forcément par une volonté politique de développer un secteur économique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les risques liés au dérèglement climatique et les modifications de consommation du tourisme, je pense que la Corse a tout intérêt à envisager cette transition pour aller vers une économie plus technologique. Laurent Trépied, votre avis sur la question? Évidemment, vous n'êtes pas spécialisé sur le territoire corse, mais est-ce que des échos que vous en avez eus, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va amener, en fait, il y a une question qui va se poser à vous, c'est que je reviens sur l'élément, l'aliment central de l'intelligence artificielle qui est la donnée. Donc en fait, la Corse a un vrai virage à prendre. Vous avez des perspectives de transformation climatique il y a des indicateurs qu'il va falloir gérer. Le problème de l'eau. C'est un excellent exemple pour l'intelligence artificielle, l'eau, parce qu'elle peut permettre de la préserver, elle peut permettre de mieux la gérer, elle peut permettre de mieux la distribuer. Donc la question de l'eau, soit on l'appréhende sans l'IA, soit on l'appréhende avec l'IA. Et on voit très vite dans les modèles, on voit très vite qu'on peut avoir des résultats qui sont très probants. Pour autant, pour faciliter l'innovation, il y a des règles assez simples qui sont l'ouverture des données. Première règle. Donc là, je pense qu'il est extrêmement important que les élus locaux participent à cette notion d'ouverture des données. On appelle ça l'open source. Et c'est des territoires comme les vôtres, à votre taille, vous ne pourrez pas gagner si vous n'êtes pas collectif et si vous ne partagez pas les données. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Il nous reste quelques secondes d'antenne. Heureux d'avoir pu échanger avec vous sur la question également, qui est intéressante puisqu'on le voit et commence à être abordé. Voilà un premier élément de réponse en ce sens sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas encore créative, qui ne remplacera vraisemblablement pas l'homme. Un premier élément de réponse pour la Corse. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous remercie. Bonne soirée.